J'ai vu mon frère mourir sous mes yeux dans un accident de voiture. Y a-t-il une vie après la mort? Et si la mort n'était pas une fin, mais une transformation? La mort est-elle vraiment une fin? Notre conscience disparaît-elle vraiment avec notre corps? Nous vivons dans un monde tumultueux, filtré par nos sens et notre perception de la réalité. Mais sommes-nous simplement des êtres physiques? Ou existe-t-il un monde spirituel qui attend d'être découvert? Il fallait que j'aie des réponses. La mort ne doit pas vous gâcher la vie. À l'époque, la question de la mort m'intéressait déjà parce que je la côtoyais tous les jours dans mon métier. Je suis journaliste. J'ai rencontré d'expériences de mort imminente, de contact avec des défunts ou de n'importe quel type d'expérience extraordinaire. En parlant, en essayant de faire que ce sujet soit pas tabou. Parce que ce qui fait peur, en fait, c'est les choses qu'on ignore, les choses dont on parle pas. Et quand on parle de ça, quand on parle de la mort, c'est ce que j'ai fait avec ma fille notamment, ça enlève pas l'émotion, ça enlève pas l'inquiétude, ça enlève pas les questions, mais ça fait diminuer un petit peu cette espèce d'appréhension submergente qui fige l'échange et qui provoque les plus grandes peurs, en fait. Avec les mots les plus simples qui soient. Je suis partisan du fait de ne rien cacher aux enfants. Quand mon frère est mort, Thomas, ma fille avait 3 ans et demi, et je l'ai associé tout de suite à ce qui se passait. Je lui ai proposé d'être présente au moment des funérailles, et je lui ai proposé de répondre à toutes ces questions. Souvent, c'est eux qui ont les questions. Il faut simplement leur demander et laisser un peu l'espace pour qu'ils puissent s'exprimer. Ça met du temps à sortir, mais il y a une question qui va venir, et puis une deuxième, et répondre tout simplement, sans raconter de métaphores, sans raconter d'histoires, sans raconter de choses trop abstraites. Mourir dans la dignité, c'est pouvoir s'éteindre tranquillement en faisant en sorte que les douleurs physiques et psychiques éventuelles puissent être prises en charge. On a en France tout le dispositif légal et sanitaire qui permet de le faire. Ça s'appelle les soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est accompagner quelqu'un quand la prise en charge et le soin ne sert plus à rien et qu'on est vraiment sur cette période de fin de vie. C'est un espace formidable avec des gens formidables qui se dédient à ce moment le plus sacré qui soit, la fin de vie. Malheureusement, trop peu de personnes ont accès aux soins palliatifs en France parce qu'il y a un manque de moyens, parce qu'il y a un manque de développement de ces unités dans beaucoup trop d'hôpitaux. Et je n'ai qu'un souhait, c'est que le maximum d'hôpitaux, le maximum de cliniques, le maximum de structures qui puissent l'accueillir aient des équipes soit fixes, soit mobiles de soins palliatifs pour que tout le monde puisse y avoir accès. Parce qu'il n'y a rien de plus essentiel que pour soi-même et puis pour la famille qui entoure la personne en fin de vie que de vivre ça de manière la plus digne, en minimisant au maximum les souffrances qui peuvent être prises en charge aujourd'hui. En essayant de redevenir heureux. Le deuil est une blessure qui ne s'effacera jamais. On va passer toute sa vie avec le deuil, avec l'absence de la personne qu'on a perdue. Mais cette souffrance peut s'atténuer avec le temps si on prend soin justement de cette blessure psychologique que l'on porte. Et je pense que ceux qu'on a aimés, nos enfants, nos parents, qui sont partis de l'autre côté, ils n'ont qu'une envie en fait, c'est qu'on soit heureux, c'est qu'on retrouve le bonheur. J'entends souvent ça dans des cas de couple où un des conjoints est parti de l'autre côté. C'est vrai que la personne survivante hésite à refaire sa vie, culpabilise de rencontrer de nouveau quelqu'un. Mais je pense que les gens de l'autre côté, ils ont qu'une envie, c'est notre bonheur. C'est le psychiatre David Servan-Schreiber qui me faisait cette réflexion en me disant qu'il posait la question aux gens en deuil, en leur proposant d'imaginer la personne de l'autre côté. Et il leur demandait qu'est-ce que vous pensez que cette personne qui est décédée, que vous avez aimée, qui était votre femme, votre mari, votre papa, qu'est-ce que vous pensez qu'il aimerait que vous soyez aujourd'hui?
heureux, heureux tout simplement. Donc je pense que honorer les défunts, c'est repartir dans la vie soi-même. Alors c'est pas vraiment une expérience sur laquelle j'ai enquêté, c'est plus une expérience que j'ai vécue moi-même. Mon travail de journaliste m'a fait enquêter sur beaucoup de thématiques, les expériences de mort imminente, la médiumnité, les contacts avec les défunts. Donc j'ai vraiment fait un travail journalistique d'enquête et d'investigation extrêmement sérieux là-dessus. Mais j'ai aussi essayé moi-même de vivre des expériences comme celles qui sont rapportées par les gens qui ont vécu une expérience de mort imminente. Je suis beaucoup parti en Amazonie, j'ai fait beaucoup d'expériences chamaniques. Et pendant l'une d'elles, j'ai vécu ce que disent vivre les gens qui ont vécu une expérience de mort imminente, et j'ai rencontré mon père et mon frère qui sont décédés depuis plusieurs années. C'est complètement subjectif, c'est mon opinion, c'est mon ressenti, mais l'expérience a été d'une telle intensité que je ne peux absolument pas mettre en doute le fait qu'elle a été réelle. J'utilise mes antennes de journaliste, mais j'ai aussi pris l'habitude d'utiliser des outils qui sont utilisés en psychologie, en psychothérapie. Quand on entend une expérience extraordinaire, si on se concentre uniquement sur le récit extraordinaire, souvent on peut effectivement l'associer à un symptôme de psychopathologie, de délire, de mensonge ou autre chose. Mais la pathologie mentale ou la véracité d'un témoignage, elle ne se base pas sur uniquement le contenu qui est rapporté, mais sur l'ensemble du comportement de la personne. Est-ce que le témoin en face de vous, il est normal? Est-ce qu'il a du discernement? Est-ce qu'il a du recul par rapport à l'expérience qu'il vous raconte? Ou au contraire, il est complètement absorbé par cette expérience et il ne se rend pas compte qu'elle peut paraître complètement délirante pour d'autres personnes? En psychologie, on parle d'un tableau clinique. Un tableau clinique, c'est l'ensemble du comportement d'une personne. Est-ce qu'elle a une vie équilibrée socialement, professionnellement? Est-ce qu'elle a une vie familiale équilibrée? Si tout dans cette vie est normal et qu'il y a juste cette expérience bizarre qu'elle rapporte, par exemple une personne en deuil disant avoir vu un défunt 3 jours après son décès, il n'y a aucune explication pathologique ou délirante qui pourrait rendre compte de cette expérience. En revanche, si la personne elle est fragile, elle n'a pas très conscience des frontières de la réalité commune, si elle semble n'avoir ni discernement ni recul sur son expérience, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas vécu quelque chose de réel, mais ça veut dire que la frontière est plus difficile à dessiner. Et moi, depuis 20 ans que je rencontre des témoins ayant vécu toutes sortes d'expériences extraordinaires, je suis vraiment frappé du nombre colossal de gens dont je sens la sincérité évidente. J'ai rencontré très peu de personnes qui me sont apparues comme totalement farfelues ou voulant tirer profit d'une expérience qu'ils raconteraient, qu'ils auraient inventée. Ça, c'est un peu un mythe qu'on a dans notre société. L'immense majorité des témoins que j'ai rencontrés, d'expériences de mort imminente, de contact avec des défunts ou de n'importe quel type d'expérience extraordinaire, sont sincères, sont affectés et sont les premiers à mettre en doute et en questionnement la réalité de ce qu'ils ont vécu. Oh, je pense que le rapport à la mort est très différent en fonction de la culture dans laquelle on est né. Il y a des pays dans lesquels le poids des défunts est extrêmement présent au quotidien. Il y en a d'autres, comme en France, où la mort n'existe pas. C'est bien connu, d'ailleurs, ça n'arrive à personne. Quand un proche décède, au bout de 10 minutes, il est emmené dans la chambre froide de l'hôpital. On ne le voit plus, on ne veut plus le voir, on met ça sous le tapis. Je pense que, à la fois pour les défunts, mais aussi pour nous, dans notre parcours de deuil qui consiste à réinventer une relation différente avec la personne qui est partie, l'accompagner, le veiller, voir le mort, éventuellement le toucher, s'occuper du corps, participe énormément à l'acceptation de cette nouvelle réalité qui est le départ de la personne qu'on a aimée. Quand mon frère est mort en Afghanistan, je me suis occupé de son corps, je l'ai évacué pour le ramener en France. C'est moi qui l'ai mis en bière, c'est moi qui ai tenu à laver son corps, à l'envelopper d'un linceul avant de le mettre dans le cercueil. Et c'est à la fois, je pense, un acte sacré, mais c'est aussi un acte qui installe la réalité de cette transformation phénoménale qui est ce moment de la mort.
Pour écrire un livre, en fait, il y a deux périodes majeures. Il y a une première période qui est une période d'enquête, pendant laquelle j'enquête, je rencontre des chercheurs, je rencontre des témoins, je fais des interviews, je retranscris des interviews, je lis des livres, ça m'ouvre sur de nouvelles pistes. Donc ça, le travail d'enquête peut prendre vraiment longtemps. Et sur le dernier livre qui vient de sortir, La mort n'existe pas, ce travail d'enquête s'est étalé sur près de 3 ans. Et ensuite, une fois que l'enquête est finie, j'ai mes dossiers prêts dans mon ordinateur, j'ai mes interviews retranscrites, tout est extrêmement bien organisé, chapitre par chapitre. Et là, je commence la rédaction. Et là, c'est un espèce de tunnel dans lequel je m'immerge dès le matin au réveil et je n'en sors que le soir pour m'y remettre dès le lendemain matin, 7 jours sur 7. Et ça peut prendre plusieurs mois. Et ce dernier livre, en l'occurrence, a pris 9 mois d'écriture extrêmement intense. Voilà, je suis monomaniaque dans ces périodes-là. Déjà, je pense que le terme communiquer avec un défunt n'est pas adapté. Un médium ne sert pas à communiquer avec un défunt. Un médium, c'est pas un interphone avec l'au-delà. Un médium, c'est une personne, une femme ou un homme qui a une certaine sensibilité accrue qui lui permet de ressentir, de capter un mot, une petite phrase, une sensation, un message. C'est très court, c'est pas une communication. Donc s'il s'agit par contre de sentir la présence des défunts qui, à mon avis, ne sont pas loin, ils ne sont pas dans un autre monde, dans un paradis inaccessible, ils sont là tout autour de moi et les liens d'amour qu'on a connus de notre vivant, ils existent toujours après la mort. Donc sentir les défunts, c'est à ma portée, c'est à votre portée, c'est à la portée de n'importe qui. Ça demande de l'entraînement, ça demande de se faire confiance, ça demande de réussir à re-rentrer un peu dans son intériorité, à faire taire l'appareil mental, notre cerveau qui nous parle en permanence, par la méditation, par des techniques différentes, psychocorporelles, qui vont avoir tendance à nous aider à calmer ce bruit infernal qui occupe notre appareil cérébral en permanence. On peut arriver à avoir des sensations. Moi, je suis quelqu'un d'intellectuel, je suis quelqu'un d'extrêmement mental, j'ai un mental super costaud. J'ai mis beaucoup de temps à parvenir à comprendre comment je pouvais faire baisser un petit peu son intensité, mais j'y suis parvenu. Je suis parvenu à sentir la présence de mon père, à sentir la présence de mon frère décédé. C'est subjectif, c'est subtil, c'est fragile, mais je sais que c'était réel et je sais qu'on peut tous les ressentir parce que les morts sont pas partis bien loin en fait. Notre cerveau est un formidable outil pour nous permettre de fonctionner dans ce monde, mais il passe son temps à réfléchir et à anticiper. C'est son boulot, le cerveau. Il réfléchit, il se souvient de ce qu'il a déjà appris et il anticipe ce qui peut se passer, en permanence, en permanence. Donc ça maintient une activité permanente. On le voit en neurosciences, on voit très très bien le réseau qui sous-tend cette activité. C'est très bien pour vivre, mais le problème c'est que ça nous coupe de notre intuition, ça nous coupe de ce qu'on n'a pas appris à percevoir, ça nous coupe de tout un ensemble du réel dans lequel se trouvent, à mon sens, les dimensions invisibles, les dimensions spirituelles de la réalité, et dans lequel se trouvent aussi ce qu'on a perdu et qu'on croit mort. Donc, comment arrêter ce mental ? Il y a plein de techniques qui existent, certaines qui sont enseignées depuis des millénaires, comme le yoga, la méditation, d'autres plus modernes, mais qui tous ont le même objectif, de faire baisser et décroître un tout petit peu l'activité de ces réseaux cérébraux qui fonctionnent en permanence pour installer du silence, installer un espace de contact, installer juste la possibilité aux défunts et au monde invisible de se manifester.